Je ne fus pas sans remarquer dès les premiers jours à Radio-Canada que les employés anglophones, pourtant très minoritaires dans la maison, semblaient en mener large. S'il s'en trouvait 2 au milieu d'une dizaine de personnes dans un ascenseur, ils parlaient haut et fort tandis que mes pareils se taisaient, imitant leurs aïeux. Pire encore, à la salle des nouvelles, aucun de nos collègues de CBMT, avec qui nous partagions les mêmes services techniques, ne savait parler le français. Ils semblaient d'autant moins intéressés à l'apprendre que nous collaborions on ne peut plus gentiment avec eux dans leur langue. Au bout de 3 mois, confirmé dans mes fonctions, je lus attentivement notre convention collective bilingue et découvris qu'il n'y était nulle part fait mention de l'obligation de savoir parler l'anglais, mais seulement de pouvoir le traduire. Dès lors, je feignis de ne pas comprendre mes collègues de langue anglaise quand ils me demandaient un renseignement. « What's the matter with George ?» demandait-il. Ce fut le grain de sable dans la machine bien huilée de notre soumission à une minorité arrogante, point de départ d'un parcours du combattant dont je n'avais pas prévu les écueils et les soubresauts. Ayant partagé durant 5 ans les conditions de vie d'ouvriers dépossédés de leur culture, depuis la canadienne Célanise jusqu'à Bercimis, j'étais peut-être plus sensible au fait de devoir abandonner à tout bout de champ ma langue maternelle pour collaborer avec les descendants du conquérant. Sans en faire un drame, je ne trouvais pas cela normal. Nous n'étions tout de même pas ici dans le Manitoba natal de Gabriel Roy. À ma grande surprise, plusieurs de mes collègues francophones s'en prirent à moi, m'accusant de jouer le trouble-fête. Je songeais au « diviser pour régner » qui a tant servi la Grande-Bretagne au cours des siècles, et je dus argumenter avec ces diplômés d'université pour défendre ma position aussi rationnellement que possible. Pouvait-on me reprocher d'adopter l'attitude de mes collègues anglophones? Je les copiais. Ils parlaient leur langue, je parlais la mienne. Pour moi, tout s'arrêtait là. Mais tous ne pensaient pas ainsi. Mon cas fut soumis au grand patron de Radio-Canada. Qu'allait-on faire de moi? Les discussions allèrent bon train dans la salle des nouvelles. Petit à petit s'éclaira une situation pour le moins étrange. Étions-nous condamnés à parler anglais parce que nous étions bilingues? De quel droit nos collègues anglophones pouvaient-ils, eux, parler uniquement leur langue? Je n'ai jamais eu l'âme d'un activiste ou d'un militant en quelque domaine que ce soit, et je ne croyais pas soulever tant de poussière ou semer une telle zizanie en voulant seulement parler ma langue au travail. Les esprits s'apaisèrent. Progressivement, les anglophones du service des nouvelles de CBMT se mirent à l'étude de la langue française. L'année suivante, pourtant, ils auraient l'occasion de nous montrer à quel point nous leur étions indifférents. Le 29 décembre 1958, les réalisateurs de la télévision déclenchaient une grève pour défendre leurs droits d'association. Les dirigeants de notre syndicat convoquèrent ce jour-là une réunion d'urgence au cours de laquelle il fut décidé que nous ne franchirions pas les lignes de piquetage. Nous étions, journalistes anglophones et francophones, membres du même local de la Canadian Wire and Service Guild, affilié à l'American Newspaper Guild. Dès le début de la réunion, un collègue anglais travaillant au service international, oubliant sans doute que les francophones formaient la majorité du syndicat auquel il appartenait, s'était levé pour proclamer sur un ton churchillien « We must abide by the law of the majority ». 3 semaines plus tard, bafouant « the law of majority », notre Anglais et ses amis Canadians rentraient au travail. Le délégué de l'American Newspaper Guild, M. Edward Allen, venu de Boston, n'en revenait pas. Il assistait, incrédule, à la parfaite illustration de ce qu'on a appelé les 2 solitudes. La grève ne devait durer que quelques jours. Elle s'allongea d'abord en semaines, puis en mois. Les réunions syndicales se succédaient, tantôt à la Comédie canadienne, tantôt à l'Orpheum ou à la salle du Jésus, accompagnées souvent d'un spectacle de membres de l'Union des artistes. Des leaders syndicaux,
dont Jean Marchand, secrétaire général de la Confédération des travailleurs catholiques du Canada, l'une des 3 colombes à venir avec Gérard Pelletier et Pierre-Éliott Trudeau, y allait de discours enflammés frisant parfois le ridicule. « Comment, me demandai-je, peut-on s'emporter de la sorte et dire tant de sottises au nom de la liberté ?» En page frontispice de son édition du mardi 3 mars 1959, le journal La Presse publiait les noms des 29 personnes arrêtées lors d'une manifestation qui avait tourné à l'échauffourée devant l'édifice de Radio-Canada. Celui de mon ami Gilles Leclerc et le mien figuraient dans la liste aux côtés de ceux de Jean Marchand, René Lévesque, Louis Morissette, Monique Bosco, Roland Chenaille, Michel Van Schendel et autres. Les incidents s'étaient produits à l'issue d'une marche d'1 millier de personnes que des policiers à cheval avaient tenté de refouler devant l'immeuble de la rue Dorchester. Je me trouvais bien malgré moi au milieu d'une sorte de mêlée générale durant laquelle 2 policiers me soulevèrent pour me lancer littéralement sur la banquette arrière de leur voiture. J'aboutis dans une salle du poste de police numéro 10, non loin de Radio-Canada, avec les 28 autres personnes appréhendées. J'assistais là à des scènes plus loufoques que dramatiques. Devant des policiers dépassés par les événements, la comédienne Thérèse Arbic y alla de stances théâtrales enflammées, tandis que Monique Bosco se répandit en protestations hautement philosophiques sur la liberté dont les agents de la paix avaient bien du mal à saisir le sens. On nous libéra après quelques heures de détention. La semaine suivante, le lundi 9 mars, la grève terminée, les 1200 employés syndiqués de Radio-Canada se réunirent au Carré Dominion pour se diriger en procession vers l'édifice où ils n'étaient pas entrés depuis 10 semaines. En tête du cortège avec les chefs syndicaux, Jean Duceppe tenait en laisse l'ours utilisé dans le programme La vie qui bat, le seul, dit-on, à rentrer à 4 pattes.